Vous êtes nombreux à nous suivre tous les soirs sur Africa Today. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce journal. La promulgation du code électoral par le chef de l'État ce jeudi est différemment vue par les acteurs politiques. Bien que du côté de l'opposition, on apprécie ce acte, on estime tout de même qu'il est venu tardivement et ne satisfait pas la totalité de leurs demandes. Par contre, à la mouvance présidentielle, l'on se réjouit et on appelle à la retenue. Soirée Boubacar nous en dit plus. C'est l'une des principales revendications de l'opposition républicaine qui vient d'être satisfaite par ce décret présidentiel portant sur la promulgation du code électoral. Mais à l'UFDG, principal parti de l'opposition, cette promulgation est loin de satisfaire leurs demandes car, disent-ils, il y a plein d'autres points qui tardent à connaître un début d'exécution. Nous avons pris acte donc de cette promulgation. C'est une étape de franchie. Il en reste beaucoup dans le seul point 2 de l'accord. Nous attendons un chronogramme clair et précis nous permettant d'organiser les élections qui n'ont pas eu lieu malheureusement jusqu'à maintenant, au moins avant la fin de l'année 2017. Donc, vu la non-application totale de l'accord du 12 octobre, l'opposition républicaine entend poursuivre sa série de manifestations déjà programmées. Nous ne manifestons pas pour exiger une promulgation d'une loi. Nous manifestons contre l'insécurité dans notre pays, contre la corruption, la vie chère et les retards enregistrés dans la mise en application des points de l'accord du 12 octobre dernier. Nous allons manifester. Par contre, du côté de la mouvance présidentielle, cette promulgation constitue une avancée majeure dans le processus du dialogue politique interguinéen. Pour elle, c'est le moment de se donner la main pour éviter des troubles dans le pays. Au niveau de l'opposition arc-en-ciel, nous saluons la promulgation de ce décret et nous encourageons tous les acteurs politiques à aller dans le même sens. Par conséquent, nous demandons à nos compatriotes de l'UFDG qu'ils feront mieux de préparer maintenant tranquillement les élections. À moins qu'il n'ait d'autres idées derrière la tête. Sinon, les choses sont un peu plus claires. Dans une déclaration, le groupe parlementaire Alliance républicaine prend acte de la promulgation du code électoral, validant de fait le mode de désignation des responsables des quartiers et districts sur toute l'étendue du territoire national. Et puis, le président de la PQD, Plateforme des citoyens unis pour le développement, s'est aussi prononcé sur ce décret du chef de l'État promulguant le nouveau code électoral. Pour Abdourahmane Sano, certaines dispositions de ce nouveau texte sapent le fondement d'un véritable état de droit dans notre pays. Oumar Sow. Malgré moult réactions de la part de certains acteurs de la société civile guinéenne et des hommes politiques, le nouveau code électoral a enfin été promulgué par le chef de l'État. C'est avec amertume que le président de la PQD dit apprendre cette promulgation qui, selon lui, met en cause certaines dispositions maintenues dans le nouveau code. Pour Abdourahmane Sano, ces mesures concernent la privation aux populations, le droit de choisir les autorités de proximité au niveau des quartiers et districts. Nous regrettons fortement cet état de fait qui est pratiquement l'expression du mépris que la classe politique a pour le droit des citoyens. Nous continuons à nous battre pour qu'il soit compris que ce n'est pas juste et ce n'est pas démocratique de priver les populations de droit de choisir les autorités de proximité. Par ailleurs, aux yeux de Abdourahmane Sano, cet acte constitue une anomalie dans la construction d'un véritable état de droit. Ça devient extrêmement difficile de constater la présence de l'État au niveau des citoyens lorsque ses représentants dans les quartiers et dans les districts ne sont que des nominations des gens, des personnes, des femmes et des hommes nommés par les partis politiques.
Il faut dire que cette promulgation du nouveau code électoral n'a pas fait changer d'avis les leaders de l'opposition républicaine qui maintiennent leur série de meetings et autres manifestations dans la capitale Conakry et environ. Comment mutualiser les efforts en vue d'une meilleure appropriation de la plateforme One Health, c'est-à-dire une seule santé? Cette question était au centre de la réunion de plaidoyer de haut niveau qui a regroupé ce vendredi les ministres de la Santé, de l'Élevage et de l'Environnement, des Eaux et Forêts. Cette rencontre a permis aux responsables des départements concernés de prendre un engagement pour la surveillance et la prévention des épidémies. Salom Kondé. C'est en 2016 que les réflexions ont commencé autour du projet One Health ou une seule santé. Cette approche est, selon les spécialistes, un effort commun de plusieurs secteurs pour la prévention, la détection et la riposte contre les maladies épidémiologiques. Ces dernières années, un constat révèle que les 75% des maladies émergentes qui affectent les humains sont d'origine animale, d'où l'implication du ministère de l'Environnement et celui de l'élevage et de la production animale à ces projets. Les animaux peuvent affecter directement, les animaux sauvages peuvent affecter les humains, comme ils peuvent affecter les animaux domestiques, et comme les animaux domestiques aussi peuvent affecter les humains. Donc il y a cette chaîne, cette interdépendance du bien-être humain, animal et de l'écosystème, l'environnement dans lequel ils évoluent. Ça veut dire que on ne peut pas concevoir la santé comme une approche unique, mais c'est plutôt une approche qui fait appel à l'ensemble des secteurs qui sont concernés par les problèmes de la santé, notamment la santé humaine, la santé animale et la santé environnementale. Un retard se révèle dans la mise en œuvre de cette approche sur le terrain et pour le moment, c'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire qui s'occupe de la surveillance et la prévention des maladies émergentes. C'est le cas des suspicions d'épidémies dans certaines régions du pays au premier trimestre de 2017. Nous avons géré des événements comme le cas de suspicion de grippe aviaire à Dalaba qui s'est relevé après comme une maladie de Newcastle et des cas suspects d'anthrax à l'Eluma, qui nous interpellent à agir vite pour une action efficace et le contrôle des maladies zoonotiques dans notre pays. Qu'il me soit permis de solliciter auprès des décideurs ici présents d'accorder une action particulière à la mise en œuvre de cette stratégie. Les engagements pris par les responsables des départements impliqués dans la mise en œuvre du projet régional d'amélioration des systèmes de surveillance des maladies en Afrique de l'Ouest ont été matérialisés lors de cette rencontre. Cet engagement réserve un avenir meilleur à ces concepts One Health ou une seule santé. Ces travaux ont porté essentiellement sur la surveillance et l'information sanitaire des hommes, des animaux et des écosystèmes, le renforcement des capacités en laboratoire, la préparation et la réponse aux urgences sanitaires, le recrutement et la rétention du personnel pour une surveillance efficace de la maladie et la préparation de riposte aux épidémies, le renforcement des capacités institutionnelles, gestion des projets, coordination et plaidoyer. Au nom de mes collègues ministres, je confirme notre engagement de ne ménager aucun effort pour soutenir ce programme plein d'intérêt pour notre nation. Pour le moment, la coordination des intervenants sur ce projet et le financement restent les défis majeurs. 3 organisations de la société civile guinéenne se réunissent autour d'un projet dénommé Synergie d'action des plateformes de la société civile pour le suivi des politiques publiques en Guinée. La démarche vise à renforcer la capacité opérationnelle de ces structures dans la participation et l'élaboration des grands projets pour contribuer au développement social et économique du pays à travers le suivi et l'analyse des politiques publiques. Moussa Sefa Kamara.
Un projet essentiellement axé sur le secteur de la santé et de l'éducation, deux domaines qui seront profondément analysés par les parties prenantes au niveau national. Une occasion pour ces plateformes d'identifier les faiblesses et de faire des propositions adéquates dans l'amélioration des structures sanitaires et de l'éducation guinéenne. Mais pourquoi cette fusion entre la CONASOC, le CNOCS et le Balai citoyen? C'est que souvent, dans l'élaboration des politiques publiques, les organisations de la société civile sont associées seulement à la dernière phase de l'élaboration, c'est-à-dire la phase de validation technique des documents. L'autre constat, c'est que même lors de ces phases de validation, la représentativité des organisations de la société civile est si faible qu'elles n'ont pas la possibilité d'avoir un impact sur le contenu du document. Et un autre élément important, c'est que le plus souvent, les organisations de la société civile manquent d'expertise pour pouvoir apporter une contribution de qualité à l'élaboration, au suivi et à la mise en œuvre des politiques publiques. Parlant de l'impact de ce projet au niveau des deux secteurs ciblés, Dr Ba Abdoulaye explique. Consiste à la collecte de la documentation pertinente sur les domaines de la santé et de l'éducation. Il s'agit là de collecter tout ce qui est document de politique nationale par rapport à ces deux domaines, tout ce qui est rapport de mise en œuvre, des rapports d'étape, de mise en œuvre des différentes activités. Ensuite, on va passer à la phase d'examen et d'analyse de ces documents. Ce travail se fait au sein des groupes thématiques. Le projet passera par différentes phases, notamment la documentation pertinente des secteurs de l'éducation et de la santé par les groupes thématiques, définir les indicateurs clés à suivre et élaborer des outils de collecte d'informations au niveau national. Le gouvernement guinéen n'a toujours pas réagi au rapport des États-Unis plaçant le pays parmi les 23 nations qui ne combattent pas suffisamment le trafic d'êtres humains. Toutefois, le secrétaire général à la présidence chargé des services spéciaux de la lutte contre la drogue et le crime organisé s'est exprimé sur le sujet. C'était à l'occasion de la présentation des présumés trafiquants d'êtres humains. Suivez-le dans ce compte-rendu signé Lee Mariam Bailo. C'est un document qui fait parler de lui depuis sa publication le 27 juin dernier. Il s'agit du rapport du département d'État américain sur le trafic d'êtres humains dans le monde, dans lequel la Guinée se retrouve sur une liste noire des pays ne fournissant pas assez d'efforts dans la lutte contre le phénomène. Si certains attachent du prix au contenu de ce document, d'autres par contre le relativisent. Qu'à cela ne tienne, le secrétaire général chargé des services spéciaux en charge de la lutte contre la drogue et le crime organisé annonce déjà qu'une rencontre s'est tenue par rapport au phénomène. Le ministre ajouté aussi a reçu des gens pour faire face à ce problème de Guinée sur la liste noire et la vie des autres qui sont déjà là-bas. Mais on ne pouvait plus imaginer qu'après les 3 premiers cas, que d'autres pouvaient se réorganiser pour faire face encore à l'envoi d'autres Guinéens ou d'autres Guinéennes. Et le colonel Moussa Teboro invite les citoyens à faire preuve de responsabilité pour freiner ce phénomène sur notre territoire. À nous de prouver le contraire, conformément par rapport à nos missions, par rapport à nos actions, par rapport à nos comportements. Et c'est voyez. Mais je voudrais que les gens soient sensibilisés et que ceux qui sont déjà arrêtés, que la loi soit appliquée à ceux-là. En tout cas, il est à retenir que les pays rétrogradés au niveau 3 de cette liste du département d'État américain peuvent faire l'objet de sanctions allant de restrictions dans l'assistance américaine à l'arrêt des échanges culturels ou éducatifs avec le pays de Donald Trump. Les victimes du massacre du 28 septembre exigent la clôture de l'instruction judiciaire avant le 28 septembre de cette année. Elles se sont fait entendre ce vendredi à travers un communiqué publié à la Maison commune des journalistes. Ces victimes demandent à l'État de tenir le procès dans cette affaire au cours de cette année, comme d'ailleurs l'a promis le ministre d'État de la Justice et garde des Sceaux, Ça à l'Oyomboun. 2009-2017, cela fait exactement 8 ans que 156 Guinéens auraient été tués et 109 femmes violées lors d'une manifestation au stade du 28 septembre. Alors que la Guinée s'apprête à commémorer le 8e anniversaire de cette tuerie, des ONG de défense des droits de l'homme mettent les bouchées doubles pour exiger la tenue d'un procès pouvant permettre de rétablir les victimes dans leurs droits. Pour la FIDH, l'OGDH, les MDT et la VIPA, l'année 2017, précisément le 28 septembre, doit marquer la fin de l'instruction judiciaire. Le temps, selon nous, est venu pour que
judiciaire, initiée en février 2010, se termine. Après 7 ans d'enquête, d'instruction, nous avons acquis la conviction que le dossier et les enquêtes sont suffisamment complètes pour fermer ce dossier et le renvoyer devant un tribunal, devant des juges qui vont devant le peuple guinéen juger de la culpabilité ou de l'innocence d'au moins 14 personnes qui sont déjà inculpées dans ce dossier, dont, et vous le savez, l'ex-président Moussa Dadis Camara. Et pour aboutir à un procès en 2017, dans cette affaire, les organisations de défense des droits de l'homme disposent des stratégies pour mettre la pression sur la machine judiciaire guinéenne. On ne peut pas aller au-delà du 28 septembre 2017. Ce qui signifie deux choses. Ou on mène la pression la plus musclée, quitte à faire des manifestations publiques pour amener les autorités guinéennes à se manier, ou alors, comme tu le dis, si la volonté politique ne se manifeste pas en termes d'intention d'aller à un procès, on va être obligé de tirer les conséquences et de prendre les dispositions qui sont. La FIDH, l'OGDH et autres ONG qui s'emploient dans la lutte pour une justice dans le dossier du 28 septembre insistent sur la nécessité de tenir le procès en 2017 et pendant ce temps, des responsables de la junte d'alors ne se prêtent pas encore à l'audition. Pour les activistes des droits de l'homme, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Cela ne peut en aucun cas entraver la tenue du procès, précise-t-il. Le Cameroun s'engage dans une réduction du train de vie du fonctionnement de l'État. Les réformes mises en place devraient permettre de faire une économie de 100 milliards de francs CFA dans le budget 2017. Regardez. Au Cameroun, le gouvernement a engagé des réformes visant la réduction du train de vie de l'État. Cette mesure devrait lui permettre de faire des économies de l'ordre de 100 milliards de francs CFA, principalement sur l'achat des véhicules administratifs, les frais de carburant et les missions de fonctionnaires et autres agents de l'État. L'achat des véhicules, par exemple, devra désormais être approuvé par le Premier ministre. C'est une mesure excellente parce que ça aura des effets positifs sur la population. Et des deux, nous avons toujours décrié les dépenses abusives de certains membres du gouvernement. Ça veut dire que si on venait à réduire leur coût de vie et leurs dépenses, ce sera une très bonne chose. Ce sera une très bonne chose. Nous serons déjà moins endettés. Si cette mesure est louable selon la quasi-totalité de la population qui a longtemps décrié le train de vie opulent de certains fonctionnaires et agents de l'État, celle-ci émet des réserves quant à son applicabilité et ses répercussions directes sur les conditions de vie des citoyens. Peut-être quelqu'un qui travaille dans le gouvernement, qui est à côté, qui touche des milliards et tout, et ses voisins qui sont juste là en bas souffrent d'eau, manque de nourriture, manque de quoi se vêtir. Donc c'est pas vraiment évident. Donc il faudrait qu'on pense à ajuster les moyens les moyens du Cameroun avec la population aussi. Tout le monde doit mettre la main à la pâte. C'est pas seulement le gouvernement camerounais, c'est pas seulement au niveau de l'État. C'est-à-dire que même la population doit comprendre que les temps sont devenus difficiles pour nous et qu'il faille que chacun essaie de serrer la ceinture comme le président de la République l'a toujours dit. Dans un contexte de baisse des recettes pétrolières avec les dépenses engendrées par la guerre contre Boko Haram, cette restriction budgétaire pourrait permettre de juguler les dépenses publiques du Cameroun. Une décision encouragée par le FMI qui vient d'engager un programme de réforme économique de près de 400 milliards de francs CFA prêté à l'État du Cameroun. En plus de la guerre civile qui l'affecte depuis 2013, le Soudan du Sud doit aussi faire face à la famine, un fléau qui affecte des millions d'habitants, notamment dans le comté de Lafon à l'est du pays. Suivez. Dans le comté de Lafon, situé dans l'état fédéré de l'Équatoria oriental au Soudan du Sud, les habitants ne sont pas épargnés de la famine qui touche le pays depuis le début des conflits sociopolitiques en 2013. Après avoir connu une sécheresse qui n'a eu de cesse de ruiner les cultures essentiellement composées de sorgho, les populations ne disposent que de très peu de moyens pour subsister. De quoi pousser les autorités à encourager les agriculteurs à se concentrer davantage sur des produits agricoles qui peuvent résister à la sécheresse.
Puisqu'ils dépendent d'une culture céréalière, l'espoir est limité car une fois que cette culture est détruite, il n'y a pas d'alternative. Je tente donc de les encourager à adopter une autre stratégie de culture comme le manioc. Je suis actuellement à Tourit et j'ai parlé avec les habitants de cette ville. Ils m'ont donné leur accord et maintenant je les attends afin que nous puissions commencer à enseigner aux gens comment adopter le nouveau système d'outils agricoles et de nouvelles plantes comme le manioc, la patate douce et les fruits résistants tels que les mangues, les citrons. Nous voulons essayer tous ces éléments dans la région. Situation identique chez ces jeunes écoliers. Certaines écoles ont d'ailleurs dû fermer à cause de la famine. Les problèmes liés à la sécurité alimentaire et les faibles salaires ont même poussé des enseignants à quitter leurs fonctions dans le comté de Lafon. Chaque fois que nous organisons une assemblée, nous leur disons qu'ils peuvent être autonomes en cultivant leurs terres. Après l'école, ils doivent aller aider leurs parents dans leurs fermes, de sorte que cette famine à laquelle nous sommes confrontés soit éradiquée. D'après les Nations Unies, la situation risque de s'empirer avec l'arrivée en masse de chenilles dévastatrices. Des épidémies ont également été signalées dans le sud de la région, importante zone agricole près de la frontière avec l'Ouganda, mais aussi dans les régions des États du nord de Bahr el Ghazal et de Jonglei. Direction les États-Unis avec ce nouveau coup dur pour Donald Trump. Le Sénat a refusé l'abrogation partielle de l'Obamacare, cette réforme emblématique de son prédécesseur. 3 sénateurs républicains, parmi lesquels John McCain, ont joint leur voix à celle des démocrates pour voter contre ce texte qui priverait des millions d'Américains d'assurance santé. Regardez. C'est un sérieux coup dur pour Donald Trump et plus globalement pour le Parti républicain. Malgré leur majorité au Sénat, les conservateurs ont échoué à faire voter l'abrogation partielle de l'Obamacare. 3 sénateurs républicains ont voté contre le texte, rejeté par 51 voix contre 49. Le président américain s'est exprimé sur Twitter. 3 républicains et 48 démocrates laissent tomber le peuple américain. Comme je l'ai dit depuis le début, laissez l'Obamacare imploser, puis négocier. Le chef des Républicains au Sénat a également fait part de sa déception. Des coûts fulgurants, des options qui se réduisent et des marchés qui s'effondrent. Nos électeurs ont énormément souffert avec l'Obamacare. Je regrette que nos efforts n'aient pas été suffisants cette fois-ci. Le texte prévoyait de supprimer plusieurs mesures de l'Obamacare, comme les amendes pour les particuliers qui n'auraient pas souscrit à une assurance santé, ou encore l'obligation pour les entreprises de proposer une couverture maladie à leurs salariés. Mais contrairement aux précédentes propositions, plusieurs pans de la loi auraient été maintenus, parmi eux l'expansion de Medicare, le programme d'assurance maladie destiné aux plus pauvres. Ce vote met en lumière les profondes divisions qui existent au sein du Parti républicain, entre la branche dure qui souhaite des coupures plus sévères et les modérés qui craignent que les Américains les plus vulnérables ne puissent plus se soigner. Donald Trump avait fait de l'abrogation de l'Obamacare l'un des thèmes phares de sa campagne, mais comme le prouve ce nouveau revers, le chef de la Maison-Blanche n'a remporté aucun succès législatif majeur 6 mois après son investiture. Au Pakistan, le Premier ministre Nawaz Sharif a démissionné après un jugement défavorable de la Cour suprême. L'institution a pris cette décision alors qu'il est impliqué dans une affaire de corruption. Son nom est apparu dans le scandale des Panama Papers. Regardez. Victoire pour l'opposition pakistanaise. Le verdict de la Cour suprême est unanime. Le Premier ministre est disqualifié et donc de ce fait destitué. Ces preuves ont porté un coup fatal à Nawaz Sharif. C'est une victoire pour la justice. Cette décision, prononcée par un groupe d'enquête composé de 5 membres, a poussé Nawaz Sharif à la démission. Dans un communiqué, son bureau a annoncé que Sharif se retirait, mais qu'il avait de sérieuses réserves sur la procédure judiciaire. Nous avons peut-être perdu aujourd'hui, mais nous avons gagné sur 2 autres points.
Si nous regardons la situation démocratique et politique du Pakistan aujourd'hui, nous ne sommes pas surpris, mais attristés par cette décision. Le Premier ministre Nawaz Sharif a toujours rencontré le succès en politique, dans l'histoire et parmi son peuple. Ce verdict vient conclure un an de controverses politiques ayant pour origine l'affaire des Panama Papers. Des documents semblent montrer que la fille et deux fils de Nawaz Sharif ont possédé des actifs offshore et s'en sont servis pour acheter des biens immobiliers à Londres. Le Premier ministre démissionnaire dément toute malversation et dénonce un complot. Mais les enquêteurs estiment que la richesse de la famille Sharif a largement dépassé ses gains et demandent l'ouverture d'une enquête criminelle. Le PLMN, le parti au pouvoir, doit désormais désigner un nouveau Premier ministre par intérim avant les élections générales de l'année prochaine. Nawaz Sharif estime quant à lui que son éviction pourrait déstabiliser le pays, alors que l'économie se porte mieux après une décennie de chaos politique et sécuritaire. Et c'est la fin de ce journal à tous. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez également nous suivre sur le www.tamtamguinée.com. Bonne soirée.